Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus si nombreux ce matin au Château de Blois pour assister à cette table ronde proposée par l'APHG, l'association des professeurs d'histoire et de géographie que j'ai le bonheur de présider depuis 2 ans maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de revenir sur un vieux rêve, un sujet de réflexion qui a occupé nombre de savants depuis l'Antiquité, celui de la ville idéale. Pour évoquer cet idéal d'harmonie sociale, politique, urbanistique, pour découvrir des cités qui sont restées à l'état de projet ou alors qui ont commencé à être construites ou qui ont été achevées, nous avons 3 invités qui nous permettront d'aller de la ville idéale antique à la ville planifiée soviétique en passant par l'Italie du Quattrocento, du Cinquecento. Caroline Blons, qui est antiquisante. Bonjour Caroline. Voilà, spécialiste du monde romain. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire romaine à l'université de Caen, Normandie. Vos recherches portent sur la mise en scène du pouvoir impérial, sur l'urbanisme de Rome, des cités provinciales, ainsi que sur la conception et la diffusion du discours impérial. Vous êtes aussi co-directrice d'une revue Kentron, revue pluridisciplinaire du monde antique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sur ma droite, Patrick Boucheron, qu'on ne présente plus. Vous êtes professeur au Collège de France sur la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle, depuis 2015. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages que nous possédons largement dans nos bibliothèques. Alors je pense notamment à Conjurer la peur, qui est paru en 2013, et puis à l'Histoire mondiale de la France, que vous avez dirigé en 2017. Et je suis très heureuse que vous nous fassiez l'amitié de revenir sur vos premiers sujets, sur vos premiers travaux de recherche qui portaient sur l'Italie, les villes d'Italie médiévale. Et puis à ma droite, Fabien Bella, bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, vous avez enseigné au Québec, mais aussi en Russie, à l'université de Tolyatti, dont vous êtes spécialiste. Et après quelques années d'enseignement à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine, vous enseignez à présent à l'école d'architecture de Lille. Parmi vos principales publications, je ne vais pas tout citer, mais il y a Amérique URSS, architecture du défi. Et puis je citerai une ville neuve en URSS, Tolyatti, puisque nous allons en parler au cours de cette table ronde. Alors pour débuter cette table ronde, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, chacun, quelles sont, pour l'époque et l'ère sur lesquelles vous travaillez, les caractéristiques de la ville idéale, et puis que vous nous disiez aussi ce que ces caractéristiques de la ville idéale nous disent du pouvoir et des ambitions du pouvoir. Si vous voulez bien commencer, Caroline, comme ça on respecte la chronologie. Merci beaucoup. Donc, je vais demander la première diapositive, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour le monde gréco-romain, qu'est-ce qui caractérise la ville idéale ? C'est son emplacement, sa disposition, son plan, et ce qu'on peut appeler sa panoplie monumentale, l'ensemble des bâtiments, des monuments qu'on va y trouver. Donc, je vous ai mis sur la diapositive 2 citations qui me semblent assez justement emblématiques de ces conceptions. D'abord, la citation de Cicéron vous montre l'importance de l'organisation, de la disposition du plan urbain. Cicéron explique que contrairement à Rome, qui est vraiment très mal fichue, eh bien, Capoue, au contraire, est une ville parfaite. Voilà. Si ce n'est parfaite, disons, correspond au standard de la ville idéale. Donc, de ce point de vue, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, Rome ne correspond pas du tout à la définition de la ville idéale, en tout cas de ce qu'en pensaient les anciens. La citation de Pausanias, à côté, vous montre l'importance des monuments dans la définition de la ville. J'aime beaucoup cette citation parce que Pausanias dit, oui, enfin, si on peut appeler ville un endroit où il n'y a pas de bâtiment pour les magistrats, il n'y a pas d'agora, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de fontaine. Donc voilà, donc il y a rien, c'est pas vraiment une ville. Donc vous voyez par cette citation, on voit bien l'horizon d'attente, on attend la présence d'un certain nombre de monuments qui caractérisent la ville. Cette liste, elle est très intéressante parce que par cette liste correspond, diapo suivante, au modèle de ce qu'on a appelé le beau paysage urbain, un modèle qui s'est fixé à l'époque hellénistique avec le modèle de Pergame, par exemple. Alors
Qu'est-ce que ces villes, ces conceptions révèlent du pouvoir? Eh bien, dans l'Antiquité, c'est la fondation de villes nouvelles qui va révéler l'ambition de pouvoir, ce phénomène caractéristique du monde gréco-romain qui est la fondation de colonies. Alors, pour le monde grec, diapo suivante, j'ai choisi l'exemple de Tourioi, qui me semble tout à fait correspondre à cette définition de la ville idéale. C'est une fondation panhellénique, pilotée par Périclès, qui en confie l'élaboration matérielle à Hippodamos de Milet, et dont Protagoras, le célèbre sophiste, rédige la constitution. Et voilà, vous avez aussi la présence d'Hérodote et de Lysias, nous disent les sources. Donc on a finalement un petit peu tous ces ingrédients qui concourent à la définition de la ville idéale dans la théorie. Et diapo suivante, dans la pratique, voilà à quoi ça ressemble. On a la chance d'avoir une description par Diodore de Sicile, et puis donc des vestiges archéologiques qui nous montrent à quoi ça pouvait un peu ressembler. Et cette ville, eh bien, elle illustre la domination d'Athènes sur le monde grec au 5e siècle avant notre ère. Pour le monde romain, diapo suivante s'il vous plaît, merci beaucoup. J'ai choisi l'exemple de Timgad, je pense que vous en avez tous entendu parler. Située en Numidie, l'actuelle Algérie. C'est une fondation ex nihilo, vraiment une ville nouvelle, décidée, dont la fondation a été décidée en 100 par l'empereur Trajan. Son plan primitif dessine un carré presque parfait, en sein d'une muraille qui couvre 12 hectares. Et comme vous le voyez, son plan, c'est un plan en damier, découpant des îlots de 20 mètres carrés chacun. Donc là encore, cette fondation en Numidie, ex nihilo, témoigne de la puissance du modèle romain. Et je trouve que cette fondation illustrait bien aussi, je trouvais, la thématique de notre rencontre, théorie et expérience. On voit bien la théorie de ce plan en damier parfait, avec ces petits îlots de 20 mètres carrés chacun. Et puis on voit l'expérience, puisque cette fondation est un succès, la ville se développe. Et dès la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère, la ville déborde de ce cadre idéal primitif pour atteindre presque 90 hectares au plus fort de son expansion. Et comme vous le voyez, la ville déborde de ses murailles avec une configuration nettement moins régulière. Et donc ça me semblait une bonne expérience, une bonne illustration de cette confrontation entre la théorie et l'expérience. Merci beaucoup. Alors on fait un bond dans le temps avec Patrick Boucheron et j'imagine qu'il y a à la fois des continuités, des ruptures. Qu'en est-il pour l'Italie, la fin du Moyen-Âge ? Alors un bon oui et non. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, il m'est agréable d'être le représentant de l'âge moyen des villes idéales parce que au Moyen-Âge, mais aussi à la Renaissance, puisqu'il va falloir que je traite des deux, eh bien la panoplie monumentale vient assurément de l'Antiquité, même si l'architecture humaniste est moins définie qu'on le pense par l'usage de l'antique que par l'usage de la rhétorique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire en faisant une ville, quel message on va transmettre, quelle éloquence architecturale on va mobiliser, et cela effectivement à destination des âges futurs et en particulier de l'âge contemporain où les architectes ont beaucoup regardé évidemment les représentations et les réalisations des villes idéales, italiennes en particulier, qui sont donc d'une certaine manière moins des paradis d'architecture que des paradis pour architectes, c'est-à-dire qu'ils définissent d'abord un métier qu'ils valorisent, qu'ils reconnaissent, qu'ils embellissent et qui met, on va y revenir peut-être dans la deuxième partie, l'architecte dans le meilleur rôle, c'est-à-dire celui de porte-parole du pouvoir qu'il commandite. Enfin, le meilleur rôle, sauf évidemment à s'imaginer en régime démocratique. Mais ce qui ne sera pas le cas dans les exemples qui vont suivre. Oui, au Moyen-Âge, d'une certaine manière, et à la Renaissance, l'ambiguïté vient du fait que pour les historiens de l'art, qui ont d'abord étudié ces questions, il y a une idée tenace et lancinante qui est que le Moyen-Âge a construit des villes sans y penser et que la Renaissance a pensé des villes qu'elle ne pouvait pas construire et donc que les traités de l'âge la fin du Moyen-Âge sont des traités de la Renaissance, de la ville idéale en tant qu'elle est idéalement projetée mais impossible à construire. Alors j'ai choisi au contraire quelques exemples de villes idéales
construites. Il y a Pienza, il y a Vigevano que je vais présenter, et puis il y en a d'autres plus tard, notamment dans l'espace, il y a Sabionetta évidemment, mais dans l'espace français, Vitry-le-François ou Richelieu. Richelieu, c'est peut-être le meilleur exemple en somme, et je vous renvoie au grand livre, au beau livre de Christian Jouot, qui s'appelle La main de Richelieu, ou Le pouvoir cardinal, qui montre que tout, d'une certaine manière, si on veut chercher dans un espace urbain le décalque de l'idée qu'un pouvoir se fait de lui-même, tout peut être dit du cardinal de Richelieu depuis justement Richelieu. Pienza, c'est un peu la même chose, puisqu'elle porte le nom de son commanditaire, de Pie II, qui est né à Silvio Piccolomini, le Siennois, qui est le seul pape authentiquement humaniste du XVe siècle, et qui a commandé une ville idéale à Rossellino, près de Rome, l'ancien bourg de Corsignano, ce qui nous indique qu'une ville idéale n'est pas forcément une création urbaine, mais une promotion urbaine, c'est-à-dire une ville qui existe déjà et qui est rehaussée de l'honor civitatis par un commanditaire qui va, d'une certaine manière, y imprimer sa marque et qui va montrer que sans lui, cette ville ne serait rien. Corsignano est simplement la bourgade où Pie II, est né à Silvio Piccolomini est né, et une fois pape, évidemment, il lui donne et son nom et son honneur. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est la seule fois où on peut comparer, puisque vous parliez des intentions du pouvoir, une ville, son plan, et ce qu'en dit son commanditaire, parce que Pie II a écrit ses mémoires sous forme de commentaires, comme César. Et il se présente dans sa ville en train d'y admirer la manière dont les murs sont jointoyés, et ça ne dépayse pas l'antiquisante, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il trouve admirable, et de fait, ça l'est, et c'est le plus cher, c'est que, je le cite, il n'y a pas un pouce entre les deux blocs de pierre, et donc c'est de l'opus jointoyé, ce qui est très rare, ce qui est très cher, et ça nous indique quelque chose qui est assez intéressant, c'est que nous regardons des plans comme si c'était la chose qui les intéressait, mais voilà un commanditaire qui, en somme, pour se flatter, flatte l'encolure de sa ville comme le propriétaire d'une belle bagnole qui, vous voyez, fait glisser sa main sur une carrosserie et qui dit « ouais, ça c'est bien foutu, ça c'est bien ». Voilà. Donc, n'oublions pas ça. Là, vous voyez une ville vue du ciel, c'est Vigevano, mais peut-être que, par définition, personne ne l'a vu ainsi. Les plans, ça fait rêver les architectes. Qu'est-ce qui faisait rêver les princes? Les parcours, les matériaux, l'éclat, l'entourage. Voilà. Et donc, une ville princière, c'est une certaine manière de construire une poche de pouvoir autour de sa personne, et une poche de pouvoir qui va rassembler, cristalliser des courtisans dans une société de cour qui n'existeront que par la faveur. Un mot, j'ai encore 2 minutes, un mot donc sur cette ville de Vigevano. Elle se trouve sur le cours du Tessin, entre Milan et Pavie, à exacte distance de Milan et de Pavie. C'est une résidence d'été des ducs de Milan, et d'abord de Lucchino Visconti, c'est facile à s'en souvenir. Il a été podestat de la ville, il y a construit un château qui est une forteresse avec tous les atours d'un urbanisme tyrannique, et vous voyez ici son allure encore très médiévale, en tout cas très cento, avec une strada coperta, c'est-à-dire un corridor, mais on le retrouve même à Florence d'ailleurs avec les Médicis, qui permet de se barrer assez rapidement en cas de difficulté, donc une rue couverte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à partir des Sforza, et en particulier du plus illustre des Sforza, le dernier, Ludovic le Mort, à partir de 1492, donc, cette ancienne cité de Vigevano est rétabli dans son honneur civitatis, par un urbanisme de promotion qui va effectivement ramener toute la panoplie monumentale de l'Antiquité. On va l'appeler forum, on va utiliser des
des arcs de triomphe, et on va faire de cet espace que vous avez eu la gentillesse de rappeler les œuvres de jeunesse de mes vertes années. J'appelais un espace politique, mais c'est pas du tout un espace politique. C'est un espace de représentation politique, puisqu'on voit bien que la place n'en est pas une, c'est juste la réverbération de la cour du prince qui sert à la représentation et nullement à la vie politique. Donc, Vigevano, c'est une échappée belle, et j'en terminerai par là. Elle est à Milan ce que Pienza est à Rome, parce que Rome ne peut pas être une ville idéale, parce que Milan est une ville trop grosse pour être transformée par un prince. Elle déborde, c'est une métropole, il y sera toujours déçu, et donc on peut dire que ces villes idéales construites sont des échappatoires, non pas des caprices, mais assurément des Versailles, c'est-à-dire qu'on y va faire voir ce qu'on ne peut pas faire voir dans sa capitale. Merci. On se transporte maintenant vers l'Est et vers le XXe siècle avec Fabien Bella. Alors, première chose, après la révolution d'octobre 1917 en Russie, la naissance de l'Union soviétique, donc le régime communiste, fondamentalement, face aux villes, la situation est très simple. Les dirigeants comme Lénine ou Trotsky n'aiment pas les villes russes. Ils considèrent qu'elles doivent disparaître. Pour eux, ce sont, je dirais, les lieux de l'obscurantisme religieux, de l'oppression impériale tsariste et fondamentalement de la décadence aristocratique. Donc la première approche face aux villes en Union soviétique, c'est si on ne peut pas les transformer, il faut inventer quelque chose d'autre. Et l'architecture participe de la volonté de la création d'un monde nouveau, d'un homme nouveau. Et pour ceci, on demande aux architectes d'imaginer un moyen de parer aux villes laissées par l'Empire tsariste et d'imaginer des solutions alternatives. Donc, dans la phase d'enthousiasme révolutionnaire des années 1920, vous avez tout un tas de projets utopiques où, fondamentalement, il y a une recherche de dimension révolutionnaire aussi en architecture. Et là, je vous montre un des meilleurs exemples. Il s'agit d'un projet de ville volante par Georgi Krutikov. C'est son projet de diplôme comme architecte. Et fondamentalement, l'idée, c'est que les paysages doivent être préservés, la nature doit être aménagée et les villes doivent être réduites. Il n'y a plus que les usines qui restent sur le terre et tous les espaces d'habitation doivent être suspendus dans les airs. Et sont reliables par des cabines volantes qui sont littéralement le genre un peu de taxi volant qu'on a envisagé pour les Jeux Olympiques. Donc, inutile de vous dire qu'à l'époque, c'est totalement infaisable d'un point de vue technologique. L'idée, c'est que tout ceci soit propulsé par des moteurs aériens. Donc, fondamentalement, là encore, on est carrément dans la science-fiction. Et soit dit en passant, justement, l'Union soviétique est une terre importante pour la science-fiction. Peut-être parmi vous, certains ont lu le roman de Yevgeny Zamyatin, Nous autres, où on est déjà dans l'anticipation d'une société totalitaire où on contrôle absolument tout. Vous avez aussi des nouvelles d'Alexei Tolstoï, qui est le neveu de l'autre Tolstoï que vous connaissez tous, entre autres Aelita. Il y a déjà des histoires de robots, de mondes totalement transformés, etc. Ou sinon, vous avez La punaise de Mayakovsky, où il y a des questions de voyage dans le temps, où on retrouve des vestiges de la période décadente tsariste, en particulier la fameuse punaise. Donc Krutikov se situe dans ce milieu où on demande aux architectes d'imaginer quelque chose qui permette de faire disparaître les villes et donc d'avoir un habitat alternatif parfaitement collectif, où toutes les infrastructures sont gérées en commun. Donc vous avez les cellules d'habitation qui sont partagées et la couronne que vous voyez en bas, fondamentalement, ce sont les espaces de service. Donc tout ceci relié par les cabines volantes dont je parlais. Krutikov fait partie, on va dire, des grands noms des années 1920, mais dès la répression stalinienne des débuts des années 1930, sa carrière est brisée. Donc il construira très très peu, il devient enseignant pour pallier aux choses. Et c'est surtout aussi un tournant qui est radical des années 1930. Passe à l'image suivante, s'il vous plaît, merci. Où vous avez une espèce de retour à l'ordre qui se situe dans les années 1930, où c'est surtout la prise de contrôle par Staline,
qui a une vision culturelle beaucoup plus traditionnelle et pour qui les grandes idées des années 1920, c'est juste du, entre guillemets, déviationnisme de droite, comme on dit à l'époque, dans les mots idéologiques de la chose. Donc, on demande aux architectes, cette fois-ci, de revenir à des grandes compositions urbaines, inspirées de l'Antiquité, inspirées de la Renaissance, voire même du classicisme français, etc. Donc, les années 1930 sont, je dirais, la décennie du tournant où, avec le plan quinquennal, entre autres, l'architecture redevient plus traditionnelle. On invente un syncrétisme architectural où, fondamentalement, l'idée est très simple. Marx a écrit que le communisme doit être l'aboutissement de l'histoire. Les architectes traduisent ceci par tout ce qui a existé avant l'Union soviétique appartient au peuple et donc il faut l'assimiler au service du peuple. Donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la victoire de... On reste sur ceci pour le moment. La victoire de Stalingrad est évidemment un tournant militaire et politique majeur, c'est-à-dire que c'est la première grande défaite du totalitarisme nazi, et surtout pour l'Union soviétique, la preuve de sa supériorité idéologique. Donc le plan de reconstruction de Stalingrad est dressé dès mars 1943, à peu près un mois après la défaite des armées de Paulus. L'objectif du pouvoir, c'est de signaler immédiatement que le communisme est, je dirais, l'idéologie de l'avenir, et donc il faut commencer les travaux le plus vite possible. Et si vous regardez bien ce type de dessin, sur la Volga qui est en bas, il y a fondamentalement des dessins, des jardins à la française. Ensuite, vous avez tout un tas de correctifs optiques pour monumentaliser au maximum la ville. L'idée, c'est véritablement, on va passer à l'image suivante, c'est de créer une espèce de gigantesque scénographie urbaine où toute la ville sert un objectif, je dirais, de magnification du régime. C'est une ville mémoriale qui a été conçue uniquement pour ceci, donc avec un aspect extrêmement grandiloquent, dont en particulier les propylées de Stalingrad sur la Volga, qui s'inspire des escaliers d'Odessa. Vous avez vu, je pense, le film Le cuirassé Potemkin, la scène du film des Eisenstein avec le berceau qui dévale les escaliers pendant la fusillade. Ça s'inspire de ceci. Et les escaliers d'Odessa s'inspiraient des escaliers de l'orangerie de Versailles. Vous voyez, l'histoire, on reprend tout, mais on le met au service du peuple. Donc le résultat, c'est une ville hyper grandiloquente où on doit servir la gloire du régime et de Staline en particulier, puisque désormais, il y a vraiment un côté personnalisation du régime. Merci infiniment pour ces exemples. Pour les enseignants, ils s'avèrent tout à fait précieux, ils s'inscrivent très bien dans nos programmes, donc on pourra les reprendre. Alors, notre table ronde s'appelle La ville idéale, théorie et expérience. Donc, est-ce que vous avez dans vos corpus des textes de théoriciens qui décrivent la ville, les monuments, ses fonctions, et peut-être qu'on va repartir là cette fois-ci du Moyen-Âge. Ah d'accord. Françoise Choët, qui était une des grandes théoriciennes de l'architecture et qui a écrit sur ces questions-là peut-être le livre fondamental dans les années 70 qui s'appelait La règle et le modèle, disait qu'il y avait deux textes instaurateurs de l'ordre urbain. Il y avait le De Re Edificatoria de Leon Battista Alberti, 1452, qui est réellement un traité, non pas d'architecture, mais de la cité idéale et de l'éloquence architecturale de la cité idéale. Et puis, il y avait en 1520 le Thomas More, l'Utopie, qui est le Kroutikov du XVIe siècle, puisque littéralement il fait décoller la ville du réel, il ne la place plus nulle part, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'est l'Utopie, et donc il crée les conditions d'un rêve de ville. Moi, j'ai travaillé sur un texte qui fait la bascule entre Leon Battista Alberti et Thomas More, c'est-à-dire qui commence comme un traité d'architecture classique de la Renaissance et qui s'achève en rêve utopique. C'est le traité d'architecture d'Antonio Averlino, dit Le Filarete, qui est un architecte florentin, que
le duc de Milan, Francesco Sforza, fait venir donc dans sa capitale lombarde pour euphémiser un peu son urbanisme d'intimidation, de condottière, et qui va construire justement le Castello Sforzesco, qui est le château de Milan, que ensuite ces architectes, dans les années 1460, vont transporter au Kremlin, parce que c'est le modèle architectural du Kremlin de Moscou. Donc vous voyez l'ambiance. Antonio Averlino est là et sur le chantier, les chantiers milanais, pour imposer ce nouveau style florentin, cette nouvelle vague de l'architecture à ce nouveau prince. Et ce qu'il décrit dans le traité d'architecture, c'est la manière dont il dialogue avec le prince, et c'est la ville idéale se construit comme le corps à corps d'un discours amoureux, c'est-à-dire que le prince dit ses intentions et l'architecte, qui, dit-il, n'est pas le père de l'édifice, puisque l'intention séminale vient du père, du prince, mais qui en est la mère, c'est-à-dire qu'il va là à la fois l'enfanter et le soigner. Parce que évidemment, une ville, ça s'use une fois construite. C'est un traité du rapport idéal entre le pouvoir et l'architecture. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Filarete, il n'a pas fait ce qu'il voulait sur les chantiers milanais, il a été constamment déçu, et que son livre en porte l'empreinte. Et que c'est un livre qui, d'une certaine manière, je l'ai dit, commence comme un traité de ville idéale et qui s'achève en utopie. C'est que au dernier tiers, il dit j'en ai marre. Puisque vraiment vous voulez rien faire, je vais vous expliquer comment serait une belle ville idéale. Et c'est la Sforzinda. Sforzinda, une fois de plus, une ville qui porte le nom de son prince. Sforza, qui est effectivement... Alors là, vous ne pouvez pas savoir le nombre de la littérature accablante des historiens de l'art sur ce genre de plan qui, moi, m'indiffère assez profondément, parce que de toute façon, comme le disait Robert Klein, la gamme géométrique des plans de ville est quand même très limitée. Si c'est pas rond, c'est carré. Et si c'est pas carré, c'est effectivement un carré qui devient rond, c'est-à-dire un octogone. Bon, mais de toute façon, il n'y a pas 36 solutions et c'est pas si génial que ça. Ce qui est génial, c'est de se colter au réel. Voilà. Ça, c'est d'essayer de faire quelque chose avec la ville telle qu'elle est. La bricoler, en imaginer des nouvelles idéales, ça n'a rien de génial. Et c'est pour ça, j'en termine par là, que Marx, justement, disait que les utopistes étaient tous des réactionnaires. Parce que, finalement, ils réagissent à une situation qu'ils renoncent à transformer. Et donc, il y a dans la ville idéale un principe espérance, pour le dire comme Ernst Bloch, c'est-à-dire l'idée, on peut quand même y arriver, on peut quand même construire idéalement la ville réelle, et il y a dans l'utopie un désenchantement, un renoncement, une ville qui effectivement décolle du réel. Merci. Et Caroline Blons, pour l'Antiquité alors, est-ce qu'on a des corpus théoriques ? Non. Voilà, la réponse est rapide. Alors, de fait, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité, il faut bien faire la différence entre la ville idéale et la cité idéale. Dans l'Antiquité, les philosophes, les théoriciens comme Platon, Aristote ou Cicéron, ils réfléchissent à la cité idéale, c'est-à-dire le meilleur régime politique possible. La répartition des citoyens, les institutions, la comparaison entre la monarchie et les mérites de la démocratie et de la monarchie. La ville n'est qu'une composante matérielle parmi d'autres de cette cité. Et sa définition, sa conception ne les intéresse alors absolument pas. Et donc la réflexion sur la ville, sur l'urbanisme, elle est laissée à d'autres. Alors, de manière assez étonnante finalement, les premières traces de réflexion théorique sur la ville sont dues à Hippocrate, en tout cas dans un traité attribué à Hippocrate, donc du corpus hippocratique, un traité qui s'appelle « De l'air, de l'eau et des lieux », dans la deuxième moitié du 5e siècle, daté de deuxième moitié du 5e siècle avant notre ère, dans lequel Hippocrate réfléchit au meilleur emplacement possible pour les villes, en lien avec la santé, bien sûr, des habitants.
Et le seul qui semble avoir réfléchi à cette question, c'est Hippodamos de Milet, qui, à notre connaissance, est le seul à avoir, semble-t-il, rédigé un traité donc, théorique sur la cité idéale et à avoir réfléchi à sa traduction concrète dans l'espace urbain. Mais son traité, ça c'est la glorieuse incertitude de l'histoire ancienne, qui fait qu'on aime ou on n'aime pas l'histoire ancienne. Bien sûr, ce traité d'Hippodamos de Milet est entièrement perdu et n'est connu que par quelques mentions, en particulier chez Aristote. Donc c'est la citation que vous voyez à l'écran. Donc il parle dans son traité sur la politique, donc Aristote réfléchit justement à cette cité idéale, aux institutions, et il cite les autres collègues, si je puis dire, qui ont eux aussi rédigé des traités politiques. Et il cite Hippodamos de Milet, le premier qui a donc inventé, nous dit-il, le plan régulier et qui a découpé le Pirée en damier, et qui a aussi rédigé un traité politique, c'est-à-dire sur la cité idéale. À notre connaissance, c'est le seul, et ce traité est perdu. Pour le monde romain, bien sûr, on pense à Vitruve, dont le traité sur l'architecture qui a été rédigé entre 35 et 25 avant notre ère, fait référence, bien sûr, est resté une référence incontournable, mais ce n'est pas, là encore, un traité sur la ville idéale. Dans son traité sur l'architecture, Vitruve fait le bilan des connaissances des Romains en urbanisme, en architecture, les connaissances à la fois théoriques et pratiques, mais je dirais il procède un peu par catalogue, donc, comment construire un portique, comment construire un théâtre, comment construire de la meilleure manière possible. Donc il y a un aspect théorique, mais ce n'est pas une réflexion d'ensemble, en général, sur la ville. Merci. Et alors Fabien, sur vos terres d'utopie, est-ce qu'il y a un corpus théorique ? Il est relativement réduit, mais comment dire, là encore, on est toujours dans l'idée qu'il faut lutter contre la ville existante. Et donc, il faut trouver des stratégies pour pallier aux problèmes, et voire même être carrément radical, toujours. Là, je vous montre deux exemples, donc fin des années 1920, début des années 1930. On est encore dans l'enthousiasme moderne, constructiviste, donc révolutionnaire. D'abord, on a Moïse Ginsburg, qui est l'un des principaux théoriciens du constructivisme, et à tort aussi, Le Corbusier est très jaloux de ses travaux à Moscou, soit dit en passant. Ginsburg met en place l'idée d'une ville qui soit une désurbanisation du territoire, un peu comme Kroutikoff, qui était l'un de ses élèves, soit dit en passant. Donc l'idée, c'est de construire des villes en ligne, où vous avez là encore des grandes barres d'habitation qui barrent le territoire et des espaces collectifs, type les cantines, certaines manufactures, etc. Donc on respecte au maximum le territoire existant et l'environnement, mais on l'installe à travers tout ceci dans des villes dont les fonctions sont concentrées sur des espaces réduits. Donc ça, c'est la première tentative théorique qui n'aboutit pas, puisque là encore, le pouvoir considère que c'est beaucoup trop utopique. Et donc, les idées sont publiées par Ginsburg, mais sont très vite attaquées comme irréalisables. Mais ceci étant, certains autres théoriciens qui sont d'une génération un peu plus jeune, donc Léonidov en dessous, profitent des concours lancés par le régime pour aménager des villes neuves, afin de proposer une autre alternative, une ville dont toutes les fonctions sont, là encore, organisées en bandes. C'est-à-dire que vous avez donc des zones paysagées qui sont utilisées pour barrer, par exemple, la pollution industrielle, pour faire écran. Ensuite, vous avez les zones d'habitation proprement dites, qui sont toujours calculées en fonction des vents dominants, afin, là encore, d'éviter des problèmes atmosphériques et de pollution. Donc ça, c'est donc le projet pour Magnitogorsk, qui est particulièrement remarqué à l'époque et qui, là encore, est particulièrement fait l'objet d'accusations extrêmement vicieuses, extrêmement virulentes, ce qui fait que Léonidov essaie, là encore, de se justifier dans une série d'articles en disant que le seul moyen d'accomplir le communisme, c'est de créer ce type de ville. Et là encore, il ne sera pas entendu, et lui aussi, sa carrière est totalement brisée à partir du début des années 1930. Donc, en fait, il y a tout un corpus théorique qui est relativement réduit, mais une série de projets qui essaient de pousser les obstacles du réel. Merci. Alors,
Aujourd'hui, naturellement, quand on travaille sur la ville, la question environnementale s'impose avec une certaine urgence à nous. Je me demandais donc quel était le rapport à la nature, à la végétation, à l'eau dans les villes de vos différentes périodes. Est-ce que cette nature joue un rôle important dans la ville idéale? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, Caroline. Merci. Alors oui, l'eau, la nature jouent un rôle très important dans la ville. Hein. Leur présence, elle est en fait indispensable. Alors là, je vais développer essentiellement l'exemple romain que je connais le mieux. Bien sûr, je vais commencer par l'eau. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous. Hein. La présence d'innombrables fontaines et aqueducs qui alimentent la ville de Rome. Un Frontin a rédigé un traité sur les aqueducs de Rome à toute fin du 1er siècle de notre ère. Et il dénombre 39 fontaines monumentales, 591 bassins publics destinés donc à l'approvisionnement quotidien. Et toute cette eau est amenée dans la ville, en particulier par un certain nombre d'aqueducs. Il y a à la fois, bien sûr, une dimension pratique. L'eau est indispensable à la vie quotidienne, vous vous en doutez. Mais aussi, bien sûr, une dimension symbolique, la maîtrise de la nature. L'eau, c'est le symbole de l'abondance, de la prospérité. Et il y a aussi une dimension d'aménagement. On a pu faire des estimations de ces fonds, parce que, vous en doutez, voilà, il y a beaucoup d'immeubles à Rome, et les gens, bien sûr, n'ont pas l'eau courante, donc il faut aller chercher de l'eau à la fontaine. On a pu, les archéologues, en fonction des vestiges qu'on a pu trouver, on a pu estimer que environ, on trouve une fontaine à peu près à 100 mètres de chez soi. Donc en général, donc c'est relativement proche, parce qu'il y a cet approvisionnement, il est quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et donc il y a vraiment cet aspect de voisinage, de proximité de ces fontaines qui sont aussi des lieux de rencontre, de sociabilité. Pour ce qui est ensuite dans les provinces, j'ai montré l'exemple de Timgad tout à l'heure. À Timgad, on compte, donc Tigam c'est en Algérie, c'est donc dans un territoire très, très aride. On comptait maximum de la ville presque 30 thermes, que ce soit des thermes publics ou des thermes privés dans des maisons aristocratiques. 30, c'est énorme. Vous imaginez toute la logistique d'approvisionnement en eau de ces édifices. Donc, et là aussi, dans un territoire au climat méditerranéen très sec, donc l'eau joue encore plus ce rôle de symbole d'abondance, de fertilité. La ville idéale, c'est une ville dans laquelle l'eau ruisselle en abondance. Pour ce qui est de la nature, de la végétation, longtemps cette présence a été sous-estimée parce qu'on s'intéressait justement aux monuments, aux beaux monuments, à cette panoplie monumentale. Aujourd'hui, cette présence, elle est réévaluée avec des nouvelles recherches qui accordent plus d'intérêt à la présence d'arbres, la présence des arbres, la présence des jardins, et à leur rôle dans la ville, et à leur rôle dans justement cette parure monumentale. Ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. C'est-à-dire que souvent, on travaille sur ces grands ensembles comme le portique de Livy, le portique de Pompée, qui sont des grands ensembles architecturaux. On va décrire les portiques, les colonnes, les statues, les œuvres d'art. Et en fait, on oublie. Et pourtant, c'est dans les sources, mais il faut finalement le relire maintenant. On oublie que dans le portique de Livy, il y a une vigne qui couvre tout, qui grimpe et qui recouvre les colonnes, pour donner un aspect de nature, de végétation. Dans le portique de Pompée, il y a des arbres, des grands platanes. Et c'est pas n'importe quels arbres, puisque c'est des arbres qu'il a ramenés avec lui de son triomphe, de sa guerre contre Mithridate. Ils ont figuré dans son triomphe. Et ensuite, il les a fait planter dans son portique. Donc ces arbres, ils témoignent aussi de cette dimension triomphale de la conquête du monde romain. À chaque fois, les Romains, ils ramènent. Lucullus, il a ramené des cerisiers. Donc il a fait planter les cerises. Se sont développées ensuite dans le monde occidental, les cerises de Lucullus. Donc il y a toute cette dimension cette végétation, ces arbres, ils jouent un rôle important à la fois dans la conception même des ensembles monumentaux et ensuite dans la ville, ils jouent très souvent un rôle de repère topographique. On habite aussi dans la ruelle, tu passes d'abord à côté du grand figuier et puis après tu tournes à droite. Donc il y a tout cet aspect de ce repère topographique et l'importance aussi des jardins.
les maisons aristocratiques ou les maisons possédaient un petit jardin, mais Rome se distingue aussi par la présence de grands jardins publics. On dit souvent que les Romains ont inventé les premiers jardins publics à destination des habitants de la ville. On distingue aussi, les empereurs possèdent aussi de grands jardins qui forment comme une sorte de ceinture verte. On a pu parler de ceinture verte autour, en périphérie du cœur urbain, du noyau urbain, cette ceinture verte de jardins privés, aristocratiques, impériaux, qui entourent la ville, certes, donc qui appartiennent à l'empereur, peuvent parfois être ouverts au public, et donc font une sorte de poumon vert de la ville. Merci pour ce beau voyage immobile. Patrick, pour le Moyen-Âge et la Renaissance? Oui, merci Joël, c'est intéressant ta question parce qu'elle désigne en somme le moteur de la connaissance historique ou en tout cas de son renouvellement, c'est-à-dire ce qui peut la faire accélérer mais aussi caler. C'est-à-dire nous avons sous la pression de nos propres hantises de nouvelles questions à poser aux textes anciens. On n'y pensait pas, l'environnement, et on y pense beaucoup, obsessionnellement, aujourd'hui. Alors, les textes, ils sont là. Par exemple, pour le Moyen-Âge, toute la littérature sur corpus hippocratique qui définit les règles de la gestion saine des écosystèmes urbains. Et on peut faire assez aisément une histoire environnementale des villes depuis le XIIIe siècle, lorsqu'elles sont effectivement sous le choc ou l'impact d'un développement qu'on appelle aujourd'hui industriel, c'est pas de l'artisanat, c'est vraiment de l'industrie, puisque le travail est concentré et mécanisé, et avec toutes les conséquences qu'on a, qui sont moins désastreuses qu'on le croit. C'est-à-dire qu'il y a un souci environnemental, par exemple, sur les hydrosystèmes, et éviter quand même, ce qui n'est pas non plus, encore une fois, génial. Ils ont juste envie de pas crever, et ils ont remarqué que c'était pas une très bonne idée de boire de l'eau qui avait été, en aval d'une teinturerie. Bon. Donc, en revanche, ils avaient remarqué aussi que chez les teinteurs, on utilisait un mordant, l'alun, qui assainissait ensuite les produits de boucherie. Donc, la bonne répartition des activités, et ça a été étudié à Arras, à Douai, dans toutes les villes drapantes, c'était d'abord les teinturiers, ensuite les écorcheurs, pour que l'un neutralise l'autre. Et évidemment, c'est en amont qu'on va mettre les citernes. Bon, donc tout ça, c'est effectivement des systèmes qu'on repère mieux aujourd'hui parce que, justement, on a plus envie de comprendre ce que c'est qu'une ville durable. Mais attention, c'est-à-dire qu'on va aussi projeter dans le passé nos propres inquiétudes ou nos propres espérances. Par exemple, je ne crois pas du tout que ce souci-là d'une ville durable, il ait été conscientisé par les femmes et les hommes du Moyen-Âge. Je ne crois pas du tout qu'il y ait des modèles à aller y chercher d'une sorte de Gaïa rêvée par Saint Bruno. La tour. C'est-à-dire, en réalité, il n'avait pas nos moyens pour détruire la nature, mais s'il les avait eus, il l'aurait fait bien volontiers, et le cœur léger encore. Les cisterciens, l'économie cistercienne, c'est totalement désastreux pour l'environnement. Voilà. C'est vraiment une économie prédatrice. Et c'est là où c'est intéressant. Et je m'arrête là. C'est-à-dire que notre histoire urbaine, elle est en train d'être complètement bouleversée par d'autres techniques, des techniques d'archéologie du bâti, mais aussi de systèmes archéométriques bien plus raffinés, bien plus compliqués, qui sont en train de produire une image discordante, désaccordée du passé. C'est-à-dire, je pense que, et c'est particulièrement intéressant, il faudrait en parler pour l'histoire ancienne, la ville des archéologues ne correspond plus à la ville des historiens. Elle s'est, d'une certaine manière, séparée. Il faut maintenant travailler à les rendre contemporaines. Par exemple, nous sommes pas loin de l'espace qui a été le plus intensément anthropisé, la Loire, avec ses levées de Loire, les levées de la Loire, ça, l'archéologie du paysage, où nous montre que c'est un modèle précoce de forçage. Et qu'à ce moment-là, avant la peste noire qui
au fond, vient liquider ce monde plein et déjà dégradé, les sociétés humaines, dans leur capacité de transformation, ont forcé, au sens de la climatologie actuelle, leur milieu. Et ça, c'est au Moyen-Âge, et c'est au XIIIe siècle. Et donc, là encore, c'est ça qui, je trouve, extraordinaire. Le passé ne nous envoie pas comme les médiévaux pensaient par rapport à l'Antiquité ou les Russes par rapport à la Renaissance, des modèles de normes, mais en fait des collections de dilemmes. Et c'est-à-dire de problèmes. Et lorsque, par exemple, aujourd'hui, personne n'a aucune idée de ce que produit une nouvelle technique comme les études de l'ADN sédimentaire. C'est-à-dire que là, on n'a plus besoin de vestiges, on prend simplement, on carotte un 10 cm² de sédiments et il y a la trace de toutes les occupations humaines, les écosystèmes. Voilà. Et là, on se rend compte, quand on le fait, et on commence à le faire, que la densité de l'occupation, que la violence du forçage environnemental, en ville, elle est beaucoup plus précoce qu'on le pense. Bref, nous sommes depuis bien plus longtemps qu'on le croit à l'âge de l'Anthropocène. Et la question de l'Anthropocène urbain, c'est-à-dire d'une histoire environnementale, de la transformation urbaine, c'est vraiment, je pense, la question pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Sur cette histoire de l'environnement, je ne sais pas si vous avez des doctorants autour de vous, mais il y a énormément de sujets qui sont déposés justement sur ces questions. Alors Fabien, Béla, pour l'URSS. L'Union soviétique est restée à cause de ses pires catastrophes environnementales. On ne citera que, par exemple, l'assèchement de la mer d'Aral ou la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui évidemment sont parmi les pires LEDs de la chute de l'Union soviétique. Et cela montre aussi le saccage environnemental gigantesque qui a été pratiqué par le régime. Et paradoxalement, il y a eu des tentatives qui montraient quand même que c'était un sujet sur lequel il y avait une réflexion et des tentatives de réponse. Là, je vous montre deux exemples en Asie centrale. Donc, le premier, c'est donc un projet pour la construction de la capitale de la République du Kirghizistan en Asie centrale par Viktor Kalmykov. Et fondamentalement, c'est encore un projet de ville linéaire. Et ce que vous voyez au centre, c'est à la fois une route et un canal d'irrigation. Alors, les Kirghizes, pour rappel, à l'origine, c'est un peuple nomade. Vous n'avez pas de ville, jusqu'au XIXe siècle et la colonisation russe. Donc, l'un des objectifs de l'Union soviétique, c'est de sédentariser les populations. Et, si possible, de manière volontaire. Donc, le projet de Kalmykov envisage une sédentarisation progressive, en reprenant la tradition kirghize des ariks, c'est-à-dire les canaux d'irrigation qui descendent des sources des montagnes et qui irriguent les zones en contrebas. Et les draps d'habitation que vous voyez sont disposés en cercle en reprenant la tradition kirghize des yourtes nomades. Cette fois-ci, elles sont conçues en dur. Donc il y a une volonté de créer un urbanisme syncrétiste où on conserve les traditions locales et en même temps on les adapte à la sédentarisation à l'occidentale. Et toujours avec un soin particulier pour l'irrigation et la conservation des eaux pluviales. C'est un peu la même chose pour le projet en bas, qui est un des projets phares du premier plan quinquennal à partir de 1928, c'est-à-dire l'industrialisation lourde et brutale de tout le pays. Cette fois-ci, nous sommes en Ouzbékistan, où il y a une tradition urbaine, donc énorme différence, même si on est toujours en Asie centrale. Et toute la ville, donc une ville neuve, soit dit en passant, est conçue autour d'un gigantesque bassin de retenue des eaux pluviales. C'est-à-dire que l'urbanisme est conçu en fonction de ses possibilités de retenue des eaux et surtout d'une densité la plus faible possible et des plantations maximales, avec des bâtiments relativement conséquents qui sont, soit dit en passant, très proches de ce que Frank Lloyd Wright envisage au même moment aux États-Unis avec Broad City.
Donc les deux projets sont exactement contemporains. Les deux se basent sur une densité minimale et surtout une conservation, je dirais, maximale des ressources naturelles. Donc vous avez des projets, comme vous voyez, qui sont brillants, qui sont en partie réalisés. Biscuit n'est pas réalisé suivant ce plan, parce que lui aussi, il est victime des répressions staliniennes, mais Orlov construit environ un tiers de la ville. On va passer à l'image suivante. Là, c'est un autre exemple particulièrement capital et pour lequel je suis en train véritablement d'essayer de faire bouger des choses avec mes collègues ukrainiennes Oksana Minolchuk et Yevgenia Dubkina, donc c'est Zaporizhzhia en Ukraine, donc une ville qui est donc en plein au cœur des combats entre, on va dire, l'invasion russe et la défense ukrainienne. Le barrage, c'est une des très grandes réalisations justement du premier plan quinquennal. Il est réalisé là aussi par des architectes modernes. Et c'est l'application ni plus ni moins du slogan de Lénine, c'est-à-dire que le communisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification du pays. Et c'est un des gros objectifs du régime, c'est d'être dans un pays qui est très largement rural. 90% de la population vit dans les campagnes. Électrifier au maximum partout. Donc il faut réaliser des très grandes infrastructures hydroélectriques et justement cette période où on est encore à peu près dans l'enthousiasme révolutionnaire et stratégique à ce moment-là. Et le nouveau centre urbain de Zaporizhzhia est conçu suivant cette logique, parfaitement moderne, avec une densité très 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 faible, c'est-à-dire les populations sont essentiellement concentrées dans des immeubles relativement bas avec une occupation horizontale donc du sol, un plan extrêmement aéré et aussi un maximum de ce que les soviétiques appellent le parc de loisirs et de repos. C'est-à-dire des parcs qui sont conçus dans une logique normale, telle que nous les connaissons, mais avec un maximum d'équipements culturels, musicaux, théâtraux, etc., et des loisirs type fête foraine, tout simplement, où on doit éduquer les gens en même temps que leur permettre, je dirais, de profiter de l'air libre. Donc il y a vraiment la création de l'homme nouveau en la matière, et justement avec les collègues ukrainiennes, on est en train vraiment de multiplier les rapports pour essayer qu'il y ait une meilleure protection patrimoniale du site, parce qu'il y a eu énormément de débats dans les 10 dernières années sur le sujet, c'était l'une des meilleures villes d'un point de vue environnemental, mais rien n'a été fait pour la protection. Les Russes occupent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à proximité. Donc là, on est au beau milieu, fondamentalement, des combats. Donc, dans l'immédiat, il est clair que mes collègues et moi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est un des lieux qui exprime le mieux l'aventure urbaine du XXe siècle sur une ville qui a été réalisée de manière très, très, très efficace et qui, en même temps, a brutalisé la nature, puisque quand même, évidemment, un barrage pareil, vous imaginez la retenue que cela a provoqué, tous les territoires inondés. Bon, ceci étant, c'était des territoires avec beaucoup de rochers, totalement inutilisables. Mais bref, ce qui a été réalisé a créé un environnement nouveau, avec des équipements, je dirais, forestiers ou de loisirs extrêmement développés, qui méritent véritablement l'intérêt. Merci beaucoup. On ne verra plus, ça enrichira notre vision des images d'une sinistre actualité. Avant de passer aux questions du public, je voudrais vous poser une dernière question transversale. Finalement, quelles sont les difficultés, les principales difficultés venues troubler, entraver le développement de ces villes idéales ? Est-ce que vous avez des exemples de villes, de cités qui ont été de vrais échecs, qui ont constitué des échecs pour le pouvoir ? Et pourquoi ? Repartons de l'Antiquité avec Caroline. Alors, les principaux facteurs qui viennent entraver le développement des villes dans l'Antiquité, j'en ai identifié deux, les guerres et les catastrophes naturelles. Et dans quelle mesure ça représente un échec pour le pouvoir ? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas les reconstruire après. Alors, j'ai choisi deux exemples pour illustrer cela qui me semblent assez emblématiques. D'abord, la destruction totale de Sybaris en 510 avant notre ère, suite à la guerre menée face à sa rivale Crotone dans le sud de l'Italie.
Sybaris est littéralement rayé de la carte. Donc là, c'est le petit texte que vous avez. Donc les habitants de Crotone en fait ont remporté la guerre et ensuite ils ont détruit la ville et en plus qu'on ne puisse vraiment pour vraiment la détruire, ils ont détourné le fleuve, et ils l'ont noyé. Donc la ville a été inondée. Enfin voilà, elle n'existe plus. Donc elle a été littéralement rayée de la carte. Et c'est d'autant plus, c'est resté, cette destruction de Sybaris est restée d'autant plus dans les mémoires que Sybaris était une cité très puissante. Elle avait été fondée vers 720 avant notre ère et sa richesse était devenue proverbiale. Le mode de vie des Sybarites était devenu synonyme d'un luxe extrêmement raffiné. Les historiens parlent d'un empire de Sybaris pour désigner l'emprise que cette cité avait développé sur le sud de la péninsule de la péninsule italienne. Donc voilà, c'était l'empire de Sybaris, c'était extrêmement riche et la voilà rayée de la carte, comme nous le dit le texte, en l'espace de 70 jours. Et il y a eu des survivants, tous les habitants ne sont pas morts. Les survivants se sont réfugiés dans les cités voisines et ensuite ils ont tenté à deux reprises, d'abord les survivants puis les descendants de ces survivants de Sybaris, de refonder leur ville et ils n'ont jamais réussi. Ça a toujours été un échec. Le deuxième exemple que j'ai choisi, bien sûr, voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est bien sûr la destruction des villes de Campanie lors de l'éruption du Vésuve en 79. Qui illustre évidemment le danger lié aux catastrophes naturelles. Ces villes de Campanie, Pompéi, Herculanum, elles sont finalement un peu aujourd'hui le modèle de ces petites villes prospères de l'Italie romaine, à la fois centre de production, lieu de villégiature. C'est un peu, voilà, elles font figure aujourd'hui un peu de ces modèles idéaux de la ville romaine. C'est le constat de l'impuissance des autorités politiques face à ces phénomènes de catastrophes naturelles. Merci. Et pour le Moyen-Âge et la Renaissance ? C'est un peu la même chose parce que vous l'avez d'emblée signalé, Joël, l'histoire des villes idéales est en rapport avec la catégorie de l'histoire du pouvoir plus que de l'histoire des villes. D'une certaine manière, dans l'histoire des villes, dans l'histoire sociale de l'habitat, qu'il y ait ou non des villes idéales importe assez peu. C'est de toute façon une fine retouche superficielle, frôleuse, pelliculaire sur une trame urbaine qui, de toute façon, n'est pas constituée comme un geste du pouvoir. Il suffit de considérer, par exemple, ce que sont ce qu'est la carte des communes en France pour voir que, oui, il y a quelques gestes architecturaux depuis effectivement Versailles jusqu'au Creusot, c'est-à-dire du pouvoir royal jusqu'au pouvoir entrepreneurial, mais qui, d'une certaine manière, n'ont rien de... c'est pas ça qui caractérise en fait notre monde urbain. Donc l'échec, comme vous le dites justement, c'est d'abord l'échec pour le pouvoir. Et il est constitutif de l'idée de cité idéale, puisque je pense, en tout cas c'est ce que j'ai dit au début, que c'est une manière d'échapper à son propre échec dans la transformation de la ville réelle, que de vouloir faire au loin cette échappée belle qu'est la cité idéale, mais que précisément parce qu'elle est belle, peut être prise pour modèle d'autres architectes qui, au fond, vont déplacer et relancer sans cesse l'illusion. Voilà. Donc il y a de toute façon pour moi un échec constitutif au pouvoir à vouloir, d'une certaine manière, se venger de son impuissance en faisant au loin, en petit, répliquer ce qu'il ne peut pas faire dans sa capitale. Mais au-delà, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire ce sont aussi le plus souvent des échecs urbanistiques pour celles et ceux qui y habitent, parce que l'histoire des villes est une histoire quand même de la catégorie du social, comme le disait Bernard Le Petit. Alors oui et non.
d'une certaine manière, parce que effectivement nous sommes confrontés aujourd'hui encore à une architecture hautaine, parfois souveraine, arrogante, qui s'autorise des exemples du passé pour aller chercher au loin, qui à Dubaï, qui en Arabie Saoudite, dans des enfers politiques, de quoi construire des paradis d'architecture. Mais enfin, du point de vue des architectes. Et donc la vraie question sur ces villes idéales qui représentent idéalement un diagramme de pouvoir, c'est sont-elles invivables? C'est ça la question. Sont-elles toujours invivables? Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la notion même d'habitat et d'habitabilité, qui est aussi du point de vue de ce tournant environnemental de l'histoire urbaine, est un concept clé aujourd'hui, puisqu'on peut parler de la destruction des villes ou de la destruction, de l'effondrement du monde, mais en réalité, le plus souvent, les villes ne sont pas détruites, le monde ne s'effondre pas, simplement l'une et l'autre devient plus difficilement habitable. Voilà. Et se dégrade. Voilà. Prenez Brasilia. C'est une ville idéale. C'est un idéal d'architecte qui rassemble à peu près toutes nos références ici. On va construire ailleurs une capitale dans la main. Souvenez-vous de ce que je disais de Christian Jouot, hein, la main du pouvoir, la main de Richelieu, le pouvoir cardinal, dans la main d'un nouveau pouvoir brésilien qui se déplace, qui se duplique, qui se refonde. Ça se dégrade très vite, c'est une histoire de matériaux, c'est une histoire d'architecture symétrique, c'est une histoire d'espace déshumanisé. Mais aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous y allez, que il y a quelque chose de tenace dans la condition humaine ou urbaine, qui est que les architectes peuvent s'échiner à faire des espaces inhospitaliers, ils ne réussiront jamais à brider ce que Alain Damasio appelle les anarchitectes. C'est-à-dire les anarchitectes, c'est nous toutes et tous qui refusons de consentir à l'ordre urbain. C'est-à-dire qui détournons les espaces, qui rendons habitable ce qui a été pensé pour être inhospitalier. Et la capacité, effectivement, des sociétés humaines, par le seul fait qu'elles habitent des espaces urbains, même des espaces urbains qui ont été pensés par des architectes hautains, arrogants, pour des pouvoirs injustes, à habiter malgré tout la ville, est source d'étonnement et, j'oserais dire, d'admiration. Merci. Et Fabien, Bella? Alors là, on est dans le parfait cauchemar totalitaire. La ville idéale selon Staline. Reconstruction de Sébastopol. Je m'amuse toujours beaucoup à montrer ce projet parce que c'est l'exemple type dans lequel un régime, je dirais, déraille complètement. Avec cette espèce de délire hellénistique, mais version 1945. Alors la justification idéologique est très simple. Autour de la mer Noire, il y a eu des colonies grecques à la période hellénistique. Donc l'objectif aussi du pouvoir, c'est de rappeler ce passé. Donc vous avez un collage du temple de Vénus et de Rome avec le phare d'Alexandrie, et au milieu, entre le phare et le gigantesque temple, il y a une statue colossale de Staline qui aura dû faire 7 mètres de plus que la statue de Néron à Rome. Ça en dit long, hein, sur la chose. Regardez le plan. Fondamentalement, l'architecte choisit d'ignorer quasiment les problèmes topographiques du site pour faire un plan totalement idéal, géométrique parfait, Hippodamos de Milet ou presque, mais version la Crimée soviétique. Et le problème, c'est que fondamentalement, les autorités locales ont tout de suite réalisé que ce projet était certes magnifique, il servait les ambitions du pouvoir, etc., mais c'était totalement irréalisable. Donc ils ont, je dirais, tenté un peu d'argumenter avec le pouvoir central à Moscou en disant que fondamentalement, ils voulaient bien une ville magnifique, etc., mais qu'il n'y avait pas les budgets et que, surtout, des bâtiments pareils, ça ne ferait pas fonctionner correctement la ville. Alors, j'ai des collègues américains, dont Karl Qualls, qui ont argumenté en disant que c'était un exemple remarquable de critique architecturale sous Staline. Mais j'ai mené des recherches d'archives à Minsk, que j'ai publiées, soit dit en passant, et à Stalingrad aussi, et j'ai réalisé qu'il y avait également le même genre de critique. Donc si on cherche bien dans les archives russes, il y a énormément de critiques sur le genre de délire de ce type de plan
magnifique, grandiose, etc., mais absolument irréalisable. Donc derrière, je dirais, la mégalomanie du régime, il y a quand même l'humain qui résiste justement, considérant que la propagande c'est bien, mais que les gens puissent vivre normalement, c'est mieux. Pour résumer les choses de manière très 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 crue. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas été réalisé, pas parce qu'il y a eu les budgets, mais parce que la contestation, je dirais, a monté en gamme doucement et que Staline, à ce moment-là, envisageait, on va dire, quelque chose... Enfin, il y avait d'autres priorités. C'était très simple. Le complot des blouses blanches ou des cosmopolites, etc. Donc, antisémitisme habituel en Union soviétique. Donc, beaucoup de projets de reconstruction ont été annulés à cause de, je dirais, de la paranoïa grandissante de Staline, qui a fait que son attention était détournée par autre chose. Et on va arriver au dernier grand, à la fois, succès et échec du régime. Après la mort de Staline, la déstalinisation architecturale commence très tôt. Et là, les architectes considèrent que les délires type Barking, etc., il est temps d'arrêter et de revenir au premier plan de l'actualité mondiale, et donc de revenir à la modernité. Et là, c'est un projet que j'ai appelé Brasilia sur USS dans mes recherches sur cette ville, puisque c'est sur la Volga, il y a un barrage gigantesque qui a été construit par le Goulad, soit dit en passant, et des prisonniers de guerre allemands à proximité. Oui, bien sûr, esclavagisme d'État. Donc, bref, j'ai trouvé des chiffres absolument hallucinants sur les prisonniers qui ont construit tout ça. Et j'étais très surpris que la ville me laisse, je dirais, travailler correctement, mais c'était avant l'annexion de la Crimée. Je précise, j'ai quitté la Russie après l'annexion de la Crimée. Je ne pouvais plus y travailler, tout simplement. Donc ça, c'est un projet absolument magnifique. Et voyez les cercles sur ce dessin. Les petits cercles, c'est 5 minutes de marche à pied. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une école tous les 5 minutes à pied pour les habitants. Les grands cercles, c'est pour les espaces commerciaux ou culturels ou administratifs. C'est 10 minutes à pied. Les avenues sont des 8 voies. 2 fois 4 voies, dans des autoroutes urbaines absolument colossales. C'est énorme. Vous avez l'usine automobile en haut qui avait été achetée par Renault et que Poutine a confisquée après l'invasion de la Russie, soit dit en passant. Il y a une zone non-native candy de 2 km de large entre deux. Objectif, éviter des problèmes de pollution et éventuellement des catastrophes industrielles. Donc ce plan, il est absolument magnifique. C'est l'un des plus beaux plans urbains du XXe siècle qui était totalement inconnu, je dirais, à l'échelle internationale. Et fondamentalement, j'ai pu travailler au moment où les relations entre la France et la Russie étaient à peu près correctes. Et bon, j'insiste, je suis parti après l'annexion de la Crimée. Mais c'est aussi un document, la dernière image s'il vous plaît, un document aussi qui prouve que c'est déjà le début de la fin pour le régime, puisque le projet est lancé sous Khrouchtchev vers 1963-1964. Il est poursuivi par Brejnev. L'objectif, c'est de booster l'industrie automobile soviétique. Les industriels de Fiat coopèrent à la construction de l'usine, ainsi de suite. Donc, le projet a carte blanche au niveau financier sous Khrouchtchev. C'est continué sous Brejnev. Mais à partir de 1969, c'est très simple. Vous avez à nouveau les problèmes du complexe militaro-industriel où on fabrique encore plus d'ogives nucléaires, plus de sous-marins nucléaires, etc. Donc les budgets disparaissent. Tous les budgets pour la ville sont coupés en 1969. Donc ce qui a été commencé en 1964, les derniers travaux, c'est 1971, c'est sur les reliquats des budgets précédents. Le magnifique centre civique de Togliatti, ici, que vous voyez, on est à nouveau, je dirais, dans l'optimisme, je dirais, moderne, contemporain, etc., où justement on répond à Brasilia. Soit dit en passant, l'architecte de Brasilia, Oscar Niemeyer, est un architecte communiste. Donc on peut s'en inspirer. Il y a vraiment la volonté de répondre de ce point de vue-là. Ça, c'est dans la même logique, mais ce n'est pas réalisé parce que la glaciation brejnevienne, tous les budgets détournés vers le complexe militaro-industriel à cause de la guerre froide font que tout s'arrête. Donc c'est finalement... Togliatti, c'est à la fois une magnifique réussite au niveau de sa conception et un demi-échec au niveau de sa réalisation. Et c'est emblématique du régime, très haute ambition et des moyens qui fondamentalement ne sont pas à la hauteur de ce type, on va dire, de projet. Donc ça en dit long, en gros, sur à quel point les totalitarismes veulent tout contrôler, c'est leur nature, mais que fondamentalement, ils se prennent toujours le mur de la réalité dans le visage un jour ou l'autre, et que d'une certaine manière, c'est à la limite la vengeance de l'histoire, c'est-à-dire que on ne peut jamais tout contrôler.
Et comme le disait si bien mon collègue, M. Boucheron à côté, c'est dire si à la fois la nature et l'homme résistent aux envies du pouvoir. Donc là, on a un cas absolument formidable de à quel point les ambitions sont magnifiques, mais que la réalité est beaucoup plus tenace, ainsi que l'humain. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous écouter tous les trois. Vous êtes des puits de science, vous nous avez ouvert beaucoup de portes. Avant que la parole circule dans le public, est-ce que vous pourriez nous donner chacun une idée de lecture ? Je fais comme dans les émissions de Patrick Boucheron. Une idée de lecture, ou ça peut être aussi un film, bref, quelque chose qui nous permette, une source, quelque chose qui nous permette d'approfondir la réflexion qu'on a commencée aujourd'hui ensemble. Alors, je peux vous citer deux ouvrages qui me semblent de répondre aux thématiques dont on a parlé ce matin. D'abord, un ouvrage d'un collègue italien qui s'appelle Emanuele Greco, qui est consacré à Hippodamos de Milet, et qui vient d'être traduit en français, et qui est paru donc aux Belles Lettres en 2024. Ça s'appelle Hippodamos de Milet, voilà, donc par Emanuele Greco. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise en anglais, je vous recommande l'ouvrage d'Andrew Fox qui s'appelle Trees in Ancient Rome. Voilà, les arbres à Rome. Et c'est un ouvrage très intéressant. Merci. Je peux prendre le dernier que j'ai cité, là, Alain Damasio, Les Furtifs 2019. Il n'est pas exclu qu'il y ait quelques enseignants dans la salle. Et dans ce cas-là, c'est toujours utile de se rendre contemporain de celles et ceux à qui on enseigne. Et je pense qu'Alain Damasio, aujourd'hui, pour les jeunes adultes, c'est une lecture absolument essentielle qui les enthousiasme, qui les soulève et qui les encourage. Parce qu'en fait, on dit que c'est de la science-fiction, mais il décrit un présent hypertrophié, comme il le dit, c'est-à-dire nous empire. Donc les nouveaux totalitarismes, pour lui, c'est ceux des groupes financiers. Donc il imagine que LVMH a racheté Paris et que Orange s'appelle toujours Orange, mais qui a été racheté par Orange. Ce qui n'est pas... voilà, ça commence, on va dire. C'est pas tout à fait, mais c'est pas loin d'être fait. Les Jeux Olympiques, etc. Mais ce qu'il décrit aussi, donc c'est une sorte d'intention magnifique, comme vous dites, de désir de contrôle, mais il décrit aussi la manière dont, dans ces villes, des jeunes en particulier, savent se montrer ingouvernables, effacent leurs traces, et ils s'appellent les furtifs. Ça donne très envie de le lire. Fabien ? Alors, je citerai l'ouvrage de Jean-Louis Cohen, Construire un nouveau monde, l'américanisme dans l'architecture russe. Jean-Louis Cohen a été un peu mon mentor pendant des années, jusqu'à sa tragique disparition l'année dernière. C'est véritablement un ouvrage qui synthétise plus de 40 ans pour lui de recherche sur comment l'Union soviétique a regardé vers l'Amérique et comment elle a utilisé ceci pour construire ses propres pratiques, à la fois en architecture, en ingénierie, en design, voire même, par exemple, la fabrication des crèmes glacées et des hot dogs. Donc c'est un ouvrage absolument magnifique d'érudition, qui en plus est assez facile à lire puisque Jean-Louis avait une plume absolument brillante. Donc je ne saurais trop que vous le conseiller pour voir à quel point, je dirais, un régime totalitaire comme l'Union soviétique a regardé ailleurs. Et que assez souvent on parle d'isolationnisme stalinien ou autre, etc. Tout ça c'est faux. Ce sont des préjugés où fondamentalement on l'a regardé par le petit bout de la lorgnette et qu'on n'a pas réalisé à quel point il y avait une volonté de découvrir autre chose et de se l'approprier pour pouvoir aider à la construction, entre guillemets, du socialisme. Donc vraiment, l'ouvrage de Jean-Louis Cohen, c'est totalement le meilleur sur ceci. Véritablement, il ne pourra jamais être dépassé. Merci. Il nous reste un gros quart d'heure pour les questions du public. Donc un micro va passer, parce que pour l'enregistrement, il faut que vous parliez dans le micro. Oui. Merci, madame. Merci à vous. Une question pour monsieur sur l'URSS. C'est sur la Chine. La Chine qui a détruit tout ce qui avait un rapport avec l'Occident en architecture
au XIXe siècle, début XXe. Pour y installer quoi à la place? De quelle inspiration? Si vous pouvez y répondre. Et puis une deuxième question par rapport, je pense, à l'architecture, entre guillemets, antique et puis médiévale. Est-ce qu'il y avait un lien avec l'astronomie, c'est-à-dire sans on va dire, base, mais quand nous avons aujourd'hui, par exemple, des cathédrales, des aqueducs qui demeurent, est-ce qu'il n'y avait pas une étude pré-architecturale en lien avec l'équilibre astral? Si je peux m'exprimer de la sorte. Merci. Alors, pour ce qui est de la Chine, Staline a envoyé Dimitri Tchetchoulin, qui est l'un des architectes des gratte-ciel staliniens de Moscou. Il a construit entre autres le siège de la radio donc, à Pékin, qui est une espèce d'énorme gratte-ciel à mi-chemin entre l'américanisme, là encore, mais avec des détails à la chinoise, puisque là, c'est le côté toujours national dans sa forme, socialiste dans le contenu. C'est un autre slogan de la culture de l'époque. Donc, Tchetchoulin, qui connaît rien à la Chine, qui n'a absolument aucun élément, en gros, s'inspire des travaux de son confrère chinois, Lian Xicheng, qui est un des rares qui a essayé de lutter contre, je dirais, l'exportation de l'architecture stalinienne en Chine maoïste. Lian Xicheng a vu sa carrière brisée par Mao. Parce que, véritablement, en gros, c'est un peu le côté, la survivance des anciennes élites culturelles et des gens qui travaillent trop dans un aspect, entre guillemets, nationaliste. Aussi, le côté, aussi, on lui reproche de trop respecter la tradition chinoise, entre autres la question des équilibres géométriques, de l'équilibre naturel des forces spirituelles, etc. Et paradoxalement, Tchetchoulin reprend les travaux de son collègue Xicheng, qui à ce moment-là est déjà, je dirais, disgracié. Mais c'est un soviétique, et à ce moment-là, donc à la fin de la période stalinienne, il y a encore, je dirais, des bonnes relations entre Mao et Staline. Les choses vont vite se corser par la suite, comme vous le savez. Sur l'astronomie? Oui. Alors, si je pense avoir bien compris votre question, alors non, les villes romaines ne sont pas feng shui. Il n'y a pas cette, comme en Chine, cette relation avec l'astronomie. En revanche, on va tenir compte évidemment de l'orientation. On tient compte des points cardinaux, c'est-à-dire que on va faire en sorte que les pièces soient bien exposées au soleil et en fonction, pour pouvoir bénéficier de la chaleur en été, de l'ombre, et d'avoir de la lumière en hiver, etc. Mais il n'y a pas l'implantation des villes va être orientée selon les points cardinaux. Vous connaissez tous, les grands axes, les fameux grands axes théoriques des villes romaines, Decumanus et Cardo. Cardo du nord au sud, Decumanus d'est en ouest, mais il n'y a pas de relation avec l'astronomie en tant que telle. Si c'était le sens de votre question, comme peuvent le faire les Chinois avec la disposition Feng Shui. Merci. Et pour la Grèce, c'est la même chose. Mais les traités de la Renaissance prétendent connaître des textes antiques qu'ils inventent en partie sur le calendrier de la fondation des villes. C'est-à-dire que il y a des jours, alors il n'y a pas des jours fastes, mais il y a surtout quelques jours néfastes à éviter si on veut fonder une ville. Mais c'est au fond l'ordre rituel de l'urbain qui s'y exprime davantage qu'une question d'orientation des bâtiments ou d'agencement du plan. Il n'y a pas d'horoscope. Les villes n'ont pas d'horoscope. Merci. Il y a d'autres questions? Il y a des bras levés de ce côté-là, puis au fond de la salle aussi. Oui. Bonjour, merci. En quoi est-ce que la vision par le pouvoir d'une ville idéale peut nous éclairer sur la vision par le pouvoir de ses habitants idéaux? Je m'adresse à vous trois. Moi, c'est très intéressant. Pour moi, au fond, ce qui fait la ville idéale dans les cités que j'ai étudiées dans l'Italie entre Moyen-Âge et Renaissance, c'est une forme d'esthétisation de la ségrégation urbaine. C'est-à-dire que moi, je travaille sur un moment où il n'y a pas encore de quartiers riches, car les dominants sur, d'ailleurs, un modèle politique qui leur vient du patronage romain n'ont aucun intérêt à se séparer de leurs dépendants.
Mais en revanche, comme il y a évidemment une accélération de l'essor économique, il y a comme à Florence par exemple, les Tiompi des 1378, il y a les quartiers pauvres, il y a les banlieues. Voilà. Et d'une certaine manière, la ville idéale, elle idéalise cette séparation. Et par exemple, les plans que dessine Léonard de Vinci pour Milan, à l'extrême, au moment même où Bramante, j'avais oublié de donner son nom, vous voyez, comme finalement l'histoire de l'art, ça résiste pour moi, qui est un des inspirateurs de Vigevano, ce que décrit Léonard de Vinci comme une Milan idéale, ça serait une Milan à 2 étages où, d'une certaine manière, le peuple est enterré et les patriciens peuvent être libres à l'air libre. Merci. Une autre question? Non, oui, non, j'ai pas. Oui. Ah oui, pardon. Non, mais Fabien peut répondre. Alors pour l'Antiquité, évidemment, l'habitant idéal, c'est le citoyen, puisqu'on est dans le cadre d'une cité. Donc les habitants idéaux, ce sont les citoyens. Donc je rappelle bien sûr donc les hommes majeurs, détenteurs de la citoyenneté, et 10 000 citoyens, c'est bien. C'est ni trop peu ni trop. Faut pas pour que la cité, les institutions puissent fonctionner. Voilà. Donc, mais à côté de bien. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur à côté. Donc, les habitants idéaux, ce sont les citoyens. Mais ces citoyens, bien sûr, ils ont des femmes, des enfants, des esclaves. Et après, il y aura des marchands qui vont venir d'autres cités. Mais à la base, les habitants idéaux, ce sont les citoyens. La citation d'Aristote que vous avez vue sur la diaporama tout à l'heure sur Hippodamos de Milet, elle est assez intéressante parce qu'il dit, il parle des gens qui ont écrit des traités sur la cité idéale, et il dit, vous voyez, Hippodamos, le premier qui, sans être homme d'État, entreprit de traiter la meilleure constitution. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Hippodamos de Milet, comme son nom l'indique, originaire de Milet, il n'est pas citoyen athénien. Et il a osé rédiger un traité théorique sur la meilleure constitution, alors qu'il n'a jamais exercé de magistrature, il n'a jamais été un homme d'État. Et Aristote trouve ça assez gonflé. En ce moment, je travaille sur un dossier fascinant et horrible. C'est la reconstruction de Mariupol. D'un côté, les Russes ont encouragé la spéculation immobilière à Mariupol et ils font des bâtiments préfabriqués qui sont tellement ignobles qu'à côté, les bâtiments brejneviens, c'est des chefs-d'œuvre conçus par Léonard de Vinci. Oui, c'est atroce ce qu'ils sont en train de faire. Et à côté, les Ukrainiens, eux, ont lancé des concours pour à la fois construire une ville qui soit plus proche de ses habitants, qui soit plus respectueuse des ressources, qui permettent plus l'épanouissement de l'individu et en même temps qu'il y ait des éléments mémoriels. D'un côté, les Russes reconstruisent le théâtre de Mariupol en l'ayant d'ailleurs broyé les restes des corps du bombardement du théâtre. Ils insistent beaucoup sur l'aspect genre Mariupol a toujours été russe, etc. Donc bon, on est dans le grand délire idéologique. Et de l'autre, les Ukrainiens, eux, ils envisagent une mise en, je dirais, des projets qui soient beaucoup plus démocratiques, il faut bien le dire. Donc là, il y a aussi une guerre qui se joue fondamentalement. Il n'y a pas que le conflit, je dirais, militaire, bien sûr idéologique, entre les deux adversaires. Les villes aussi sont devenues des otages de deux conceptions du monde aux antipodes. Et là, dans le cas de Mariupol, fondamentalement, à l'issue de la guerre, on verra si, en gros, le délire dominateur de la Russie va l'emporter, ou au contraire, les volontés des Ukrainiens de plus, qui a un meilleur épanouissement, je dirais, de la société, puissent être réalisées. Donc, l'avenir nous le dira. Merci. On peut prendre une dernière question. Il y avait un bras levé là-bas, une dame aussi là. On peut peut-être en prendre deux. Là ? On va peut-être prendre deux questions. Oui, on va prendre deux questions, parce que le monsieur, au fond, lève la main depuis longtemps. Quel bilan peut-on tirer de la création des villes nouvelles en France, les 9 villes nouvelles décidées en 1960 ? Et d'autre part, quel est votre avis sur le familistère créé par Gaudin à Guise ?
Toutes les questions, ce sera... Très rapidement, juste une question par rapport à la question de pouvoir. Je pense à l'exemple de l'Arabie Saoudite avec des recréations, là, les projets pour 2030. Est-ce que ces villes idéales pensées par des puissants sont pas aussi uniquement une propagande pour, dans l'exemple de l'Arabie Saoudite, réorienter le pays et le sortir des énergies fossiles vers du tertiaire? Voilà, est-ce que c'est pas uniquement une propagande pour marquer ce qu'on veut faire d'un pays et marquer sa politique? Une dernière question? Commençons à répondre. Alors, je commencerai à répondre à madame. Alors, la question des villes nouvelles en France, donc décidée essentiellement sous De Gaulle, c'est un magnifique exemple de volontarisme étatique qui, là encore, a un peu buté sur la réalité, puisque, je sais pas, moi, Cergy-Pontoise ou le Vaudreuil sont des villes où il y a à peu près un tiers de ce qui était prévu qui était réalisé. Ce qui est déjà assez honorable. L'ambition est beaucoup moindre, mais ce sont des projets qui montrent, je dirais, un modernisme finissant et qui déjà se pose aussi la question de la relation, je dirais, à l'environnement. Les plans pour le Vaudreuil en particulier sont vraiment intéressants pour ça. Mais la réalisation est en dessous de tout. Et vous parliez ensuite du familistère de Gaudin. La magnifique exemple de socialisme fourriériste où, en gros, on a une réalisation avec un industriel qui est soucieux, je dirais, du bien-être de ses ouvriers et qui réalise un bâtiment qui, certes, architecturalement assez modeste, mais qui, intellectuellement parlant, envisage déjà la mise en place d'une société plus juste, plus égalitaire, etc. Donc, effectivement, en France, que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle, nous avons des cas où l'environnement urbain a déjà été, je dirais, le théâtre de la volonté de mise en place, je dirais, de réalisation plus juste à tout point de vue, socio-économique, etc. Et la question de monsieur, c'était... Ah oui, l'Arabie Saoudite, vous voulez peut-être répondre? Oui, l'Arabie Saoudite, c'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai failli en parler tout à l'heure quand vous évoquiez l'urbanisme linéaire. Un des trucs qui fait fantasmer actuellement les architectes, c'est un projet qui s'appelle The Line, qui est une sorte de ville du futur effilée, enfin à la fois très haute, 500 mètres, très étroite, comme un sabre dans le désert et qui file sur plusieurs kilomètres, et qui serait aussi une ville du quart d'heure. Donc tout est ramené des fantasmes urbanistiques du XXe siècle, et évidemment le plus probable c'est qu'elle ne soit jamais construite. On avait fait quelques mois au Collège de France un colloque qui s'appelait La ville du futur, et ce qui m'avait semblé intéressant en invitant aussi des acteurs de l'urbain, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des économistes, et on peut quand même projeter sur cette question d'une urbanité mondiale comme l'écrit Michel Luceau. Il apparaît quand même que la notion même de ville du futur a fait long feu. C'est-à-dire que si on se place, par exemple, en 2100, d'après les projections, à 85%, la ville du futur, c'est la nôtre. On ne reconstruira pas les villes. On ne reconstruira plus les villes, enfin, sauf catastrophe. D'où la nécessité de prendre soin de celles qu'on habite. 10h58. Je crois qu'il nous reste à vous remercier tous les trois pour tout ce que vous nous avez apporté. Et on vous souhaite à toutes et à tous une